Mesdames, Messieurs, chers collègues, il est de tradition, on l'a vu tout au long de cette journée, en papyrologie, d'opposer les papyrus dits littéraires, c'est-à-dire les textes relevant de la littérature dans un sens large, et les documents de la vie quotidienne. Cette opposition remonte aux origines de la discipline, comme l'atteste, et c'est un témoignage parmi d'autres, Nicolas Holwein, dans son ouvrage Papyrologie grecque, bibliographie raisonnée, publié à Louvain en 1905. De fait, ce papyrologue liégeois, qui a été aussi l'un des membres fondateurs de l'Association internationale de papyrologues, répartissait les papyrus en deux groupes. Considérés du point de vue de leur destination, les papyrus se divisent, dit-il, en deux grandes catégories, les papyrus littéraires et les papyrus non littéraires, avec la même définition négative qu'on a vue chez Grenfell et Hunt dans la communication de Amin ce matin. Un autre papyrologue contemporain, l'Autrichien Karl Wessely, propose une répartition également en deux catégories des papyrus grecs relatifs au christianisme, antérieurs au commencement du IVe siècle, dans son ouvrage sur les plus anciens monuments du christianisme écrits sur papyrus, édité dans le deuxième fascicule de la Patrologia Orientalis en 1906. Ces anciens monuments écrits se partagent là aussi en deux classes, les actes et les fragments littéraires ou quasi-littéraires. C'est cette quasi-littéraire qui va m'intéresser. C'est la première fois qu'il apparaît. L'expression réapparaîtra, on vient de le voir avec la communication précédente, au début de la préface du Catalogue of the Greek and Latin Literary Texts from Greco-Roman Egypt de Roger Pack. Le savant américain précise d'emblée que des considérations pragmatiques l'ont amené à prendre le terme littéraire dans le sens qui prévaut chez les papyrologues, dit-il, à savoir au sens large. Ces derniers appliquent en effet le mot littéraire à la plupart, sinon à la totalité des textes destinés à un public de lecteurs ou qui du moins ont eu un intérêt ou une utilité plus qu'éphémère. Concrètement, Pack n'exclut rien de son enquête, à l'exception des documents et des lettres privées, ainsi que des textes magiques qui avaient déjà été traités par Price and Dance et des horoscopes. Dès lors, de nombreux fragments enregistrés dans son catalogue peuvent être en réalité considérés comme quasi-littéraires, donc quasi-littéraires, c'est-à-dire qu'ils peuvent difficilement revendiquer un quelconque mérite littéraire. En s'exprimant de la sorte, Roger Pack entend simplement justifier sa méthode de travail et, entendons-nous bien, il ne fait pas de quasi-littéraire une catégorie de textes distincte des textes littéraires, et d'ailleurs, dans le reste de son travail, il ne parlera plus jamais de quasi-littéraire. Joseph Van Helst suivra la méthode de Pack dans son catalogue des papyrus littéraires juifs et chrétiens, paru à Paris en 1976, catalogue qui comprend tous les textes littéraires grecs, juifs et chrétiens provenant d'Égypte et des contrées limitrophes, à l'exception des documents et des lettres privées. Le terme littéraire, dit Van Helst, est pris dans un sens large. À côté des textes proprement littéraires, on trouve ceux que Pack appelle quasi-littéraires. Il s'agit de textes qui ne présentent pas un caractère littéraire proprement dit, sans pour autant avoir leur place dans des documents. Tel est le cas, par exemple, des prières privées ou amulettes chrétiennes qui contiennent souvent une phraséologie empruntée aux textes bibliques et aux formulaires liturgiques. On voit quand même que par rapport à Pack, Van Helst se distance un peu puisqu'il inclut également dans son catalogue des textes qui n'avaient pas vocation d'être conservés sur la longue durée, des amulettes ou des prières, alors que Pack insistait bien justement sur le caractère non éphémère des textes littéraires qu'il comprenait dans son étude. À côté du quasi-littéraire de Pack, on signalera l'existence du mot near literary, forgé par Turner dans son Catalogue of Greek and Latin Papyri and Ostraka in the possession of the University of Aberdeen, paru à Londres en 1939. Ce volume comprend 103 textes publiés in extenso et 94 textes, dont 43 literary and near literary texts, qui sont simplement décrits selon la méthode qui était admise alors pour les textes qui ne paraissent pas mériter de publication intégrale. Il y a peu de doute que Turner envisage ici near literary dans le même sens que Pack, mais en outre, l'état extrêmement lacunaire
pitoyablement mutilés, pour reprendre l'expression de la formule de Paul Collard, des fragments enregistrés par Turner sous l'appellation de Near Literary, Turner parle de scraps, où souvent on n'est pas en mesure de décider si on a affaire à un texte littéraire ou à un document, justifie aussi certainement le choix du mot Near Literary. Ces considérations mises à part, il y eut dès le départ des textes que les papyrologues ont eu quelques scrupules à inclure dans le domaine de la littérature. C'est le cas des écrits magiques, mais aussi des textes scolaires. Ainsi, en 1923, dans la première partie de son ouvrage The Greek Literary Texts from Greco-Roman Egypt, Charles Henry Allfather propose un catalogue of the literary texts duquel il exclut un certain nombre de textes. Il dit « On notera que le catalogue s'en tient aux textes qui reflètent la tradition classique. Les papyrus chrétiens et les produits en rapport avec la magie et la divination sont exclus. Il a été difficile de décider quel texte scolaire inclure. » Et on retrouve la réflexion là de M. Charpin tout à l'heure. La ligne qu'il faut tracer ici entre ce qui est littéraire et ce qui est éphémère est, dans de nombreux cas, largement subjective. Ces textes difficiles à classer n'ont pas moins embarrassé Orsolina Montevecchi, qui, dans son manuel de papyrologie, signale l'existence de textes qui laissent dans l'incertitude parce que, dit-elle, ils sont à la limite entre le littéraire et le documentaire, comme les textes magiques, et elle recommande de les tenir séparés dans une catégorie à part, comme le font du reste, dit-elle, de nombreux éditeurs de papyrus. Cette séparation se retrouve effectivement dès les premières éditions. Il suffit de signaler, par exemple, le cas des Pélondes, qui inclut dans des catégories séparées les horoscopes, les papyrus magiques et les documents. Et les papyrus littéraires, en revanche, font l'objet d'une série distincte. À partir des années 1960, émerge puis s'impose une terminologie pour désigner ces textes qui sont à la frange du littéraire. On les qualifiera désormais de sublittéraires en conservant le préfixe latin sub, qui indique généralement un degré inférieur, qualitatif ou quantitatif. La formulation papyrus sublittéraire apparaît pour la première fois, à ma connaissance, dans une édition papyrologique dans le volume 33 de la série des Oxyrhynchus Papyri, paru à Londres en 1968. Cette nouvelle section de ce volume, qui est introduite sans aucun commentaire dans la préface, regroupe 4 textes édités par John Rhee et Ingrams, une liste de poètes comiques et de leurs œuvres, 2 fragments de glossaire gréco-latin et un fragment de Gnomologion. D'autres éditeurs adopteront aussi cette terminologie. C'est le cas de Revel Coles, dans l'édition de papyrus littéraire qui porte aujourd'hui le nom de P. Fayum Coles, paru en 1970 dans la ZPE. Et la section subliterary sera ensuite régulièrement adoptée par les éditeurs. Je cite ainsi les papyrus Turner, ou encore le volume 3 des papyrus de Copenhague en 1985, les papyrus de Washington, le volume 2, etc. Et ça coïncide avec ce que disait précisément Alain Martin ce matin, où on voit apparaître la section avec paralittéraire au début des années 70. Dans l'érudition italienne, le terme est attesté dès 1973 dans un article qui contient l'édition de textes littéraires appartenant à différentes collections européennes par les participants du séminaire de paléographie grecque de l'École normale supérieure de Pise. Ce sont des fragments édités sous la direction de Antonio Carlini. Je laisse de côté ici l'adjectif sous-littéraire qui apparaît dans certaines publications, notamment dans la ZPE, mais souvent sous la plume d'auteurs qui ne sont pas ou papyrologues ou de langue francophone, dont la langue maternelle n'est pas le français. Après l'apparition de l'adjectif sublittéraire, 2 autres mots qui renvoient aux mêmes réalités, sans qu'il y ait de distinction à établir entre ces différents mots, mais qui ont en commun un préfixe plutôt dépréciatif, ce dont le papyrologue est plus ou moins conscient, sont apparus. Paralittéraire et semi-littéraire. Tous 2 sont attestés dans les 4 langues majeures de la papyrologie dès le début des années 1970, le premier en particulier sous la plume de Sergio Daris en 1973 et le second sous celle de Zeipelstein et Worp en 1974. Sublittéraire et ses variantes
sont aujourd'hui les termes communément employés dans la discipline et dans de nombreux volumes d'édition qui contiennent des sections indépendantes regroupant des papyrus que les éditeurs associent à cette catégorie. Je voudrais maintenant montrer combien cette terminologie est entrée dans l'usage, mais aussi la diversité des textes concernés, en précisant d'emblée que les papyrus dits paralittéraires varient suivant les éditeurs et suivant les collections, et que tous sont loin d'adopter cette classification, alors que celle des papyrus documentaires et littéraires est généralement admise de façon unanime. Je dirais même qu'au sein même d'une collection, on trouve parfois des éditeurs qui classent des documents, des pièces sous la catégorie paralittéraire et d'autres sous la catégorie littéraire. C'est le cas des Péoxy, par exemple, en fonction de l'éditeur. Dans la série des Oxyrhynchus Papyri, la section Subliterary Text apparaît ponctuellement à partir du volume 33. Elle se trouve au volume 38 pour les Sortes Astramsiki, le volume 44 à 47, 49, 56, 68. Vous avez le contenu à chaque fois des textes qui sont sous la catégorie Subliterary. Il y a également le volume 73, 76, 78, et puis ça s'enchaîne alors d'une manière très régulière de 79, 81, 82 et jusqu'au dernier 83. Sans compte. Donc ça, ce sont les papyrus qui ont une section spécifiquement dédiée aux Subliterary Papyri, mais il y a aussi des cas où on ne trouve qu'une seule section Literary and Subliterary Papyri sans que l'éditeur ne dise quel contexte il considère comme paralittéraire. Et il y a aussi des cas où des papyrus appartenant à un même groupe sont suffisamment nombreux pour justifier une section indépendante. Je pense notamment aux textes mythographiques qui ont fait l'objet de sections indépendantes dans les Péoxy 61 ou 62, ou la magie, l'astrologie dans le Péoxy 65, etc. On pourrait citer d'autres exemples de séries avec aussi des sections sublittéraires. Quant aux textes concernés, cet inventaire permet de constater qu'ils appartiennent au genre de la prose et de la poésie et aux sous-genres les plus variés. Mais, comme je l'ai déjà dit, des textes tout à fait identiques, je pense notamment aux commentaires ou aux hypotheses, apparaissent dans cette même série des Péoxy et après le volume fondateur le volume 33 parmi les papyrus littéraires et non pas parmi les papyrus sublittéraires. Alors, à titre de comparaison, je regarderai comment on procède dans une autre collection, celle des Péköln, qui adopte là aussi une section distincte, Alb Literarische Papyri, à partir du volume 8 et jusqu'à présent, mais qui une section essentiellement consacrée aux recettes médicales et aux réceptaires. Même les papyrus magiques sont traités à part, de même que d'autres textes qui, dans d'autres séries, seraient considérés comme paralittéraires. Je pense notamment aux hypomnémas ou aux commentaires aux textes astrologiques. Et on peut regarder d'ailleurs ici, par exemple, ce réceptaire. Il m'apparaît particulièrement difficile de trancher. Moi, je ne vois rien qui ne puisse pas considérer un papyrus de ce genre, par exemple, comme un texte littéraire. Un autre signe révélateur de la place acquise par les papyrus paralittéraires, et on en a également parlé ce matin, sont les programmes des congrès internationaux de papyrologie qui constituent la vitrine des recherches les plus récentes dans la discipline. Le premier à laisser place à une section distincte de celle des papyrus littéraires est le congrès de Florence de 1998, avec deux sections papyri paralitterari, l'une sur les papyrus paralittéraires en général et l'autre sur les papyrus et l'autre sur les textes scolaires. Il sera imité par les congrès d'Helsinki en 2004, avec deux sessions et deux workshops consacrés aux semi-littéraires, puis par ceux de Varsovie en 2013, de Barcelone en 2016 et enfin celui de Lecce en 2019. Un autre exemple encore de l'importance acquise par cette catégorie, peut-être encore plus significatif que les précédents, est la création d'une base de données, le Catalogue of Paralitterary Papyri. Initié par Mark Heuys en collaboration avec d'autres chercheurs, ce catalogue qui malheureusement n'existe plus, qui se voulait être l'élargissement d'un catalogue précédent consacré aux papyrus mythographiques, qui sont un groupe de papyrus généralement considérés comme paralittéraires, consistait donc à réunir des textes divers, publiés dans des éditions éparses et qui n'étaient accessibles en raison de leur caractère paralittéraire ni via le TLG, ni via la Duke Databank.
Sans entrer dans les détails, le catalogue électronique comprenait la description de papyrus grecs et d'autres matériaux relevant des genres mythographiques, mais aussi d'autres sous-genres, des listes et catalogues, des papyrus de rhétorique, des papyrus grammaticaux, mais pas tous, et enfin des commentaires sur la prose littéraire, en particulier celle consacrée à Démosthène et Thucydide. Enfin, un dernier exemple qui témoigne du fait que l'adjectif sublittéraire ou ses variantes est bien entré dans l'usage et qu'il a été repris au papyrologue par d'autres disciplines, dont l'égyptologie, et vous avez notamment une citation ici de Quack. Pourtant, malgré cette large place octroyée à la catégorie paralittéraire, sa définition est vague et les limites de cette catégorie floues. À quoi correspondent les papyrus paralittéraires? C'est une catégorie qui est problématique et à mon sens, ce ne serait même pas une catégorie en fait, qu'on peut mettre sur le plan des papyrus littéraires et documentaires. Je vous propose ici de passer brièvement en revue quelques définitions ou tentatives d'explication qui ont été proposées pour en délimiter les contours. Je voudrais simplement constater, il ne s'agit pas de critiquer ces définitions, mais de regarder un peu comment les savants en sont sortis pour l'expliquer. On peut classer ces définitions en 3 groupes. Un premier groupe de chercheurs a fait des papyrus paralittéraires une catégorie indépendante des 2 autres principales, les littéraires et les documentaires, mais ils soulignent aussi le caractère intermédiaire de ces papyrus entre les littéraires et les documents. On l'a vu avec Orsolina Montevecchi, qui parlait d'une catégorie de textes qui doivent être tenus à part et qui se situe à la limite entre le littéraire et le documentaire, mais Montevecchi ne donnait pas de nom à cette catégorie. Arthur Verot propose une définition qui est très similaire, mais donne un nom à la catégorie et augmente aussi le nombre de textes concernés. Il rappelle que la distinction principale s'opère entre littéraire et documentaire, mais avec in between, entre les deux, une catégorie qu'on appelle communément sublittéraire ou paralittéraire et qui comprend les textes magiques, les prescriptions médicales, les prières, etc. Dans le même ordre d'idées, dans la présentation du lot d'archives de Lycopolis, Jean-Luc Fournet définit les textes paralittéraires comme des textes qui se situent à la frange de la littérature sans en être, qu'on pourrait appeler, en usant d'un oxymore, de documents littéraires. Et je termine la citation. Dans ce lot, cela concerne d'une part des textes scolaires et d'autre part une concordance de calendrier, une liste de mots scolaires, des textes de nature médicale et peut-être une amulette. Ailleurs, il insiste sur les informations tout à fait indispensables, dans une contribution qu'il a prononcée à Varsovie, informations tout à fait indispensables que nous apportent ces papyrus pour l'enseignement littéraire ou les pratiques des scriptoria. Un second groupe de chercheurs inclut les paralittéraires dans la catégorie des littéraires, donc ce n'est plus une catégorie indépendante, mais une sous-catégorie de littéraire, et souligne aussi le caractère d'infériorité par rapport aux textes littéraires, infériorité soit parce que ces textes n'appartiennent pas au grand genre traditionnel, ou qu'ils n'ont pas de prétention littéraire. Dans un article « What is a document ?», paru dans la revue danoise Classica et Mediaevalia, Mogens Hermann Hansen, parlant de la classification des textes adoptés en papyrologie, dit qu'aux papyrus littéraires, qui sont les copies d'auteurs classiques, s'ajoute tout un ensemble de textes sublittéraires, scolies, commentaires et lexiques sur ces auteurs. Il précise en note: les textes sublittéraires diffèrent des textes littéraires par leur forme, en ce qu'ils ressemblent plus à l'écriture rapide des textes documentaires qu'à celle de textes d'auteurs soigneusement copiés. Ils diffèrent aussi des textes littéraires par leur transmission, en ce qu'ils sont moins stables, et par leur contenu, parce qu'il s'agit de textes qui traitent de textes littéraires sans être eux-mêmes de la littérature. Dans le chapitre consacré à la papyrologie et à la littérature ancienne dans l'Oxford Handbook of Papyrology, édité par Bagnall en 2009, je souligne ici que ce sont les seules lignes dans tout ce manuel qui sont consacrées aux sublittéraires. Donc on a vu pourtant le succès qu'avait cette catégorie. Et là, ce sont les seules lignes qui sont consacrées dans tout ce manuel aux sublittéraires. Et plus généralement, il faut observer que les manuels de papyrologie, même les plus récents, laissent fort peu de place à cette question. Donc dans ce chapitre, Timothy Renner définissait ainsi en quelques lignes cette catégorie. Le mot papyrus littéraire fait à première vue penser à des textes de genre majeur tels que l'épopée, le drame, la lyrique, l'histoire et d'autres types de prose narrative.
Cependant, aujourd'hui, les papyrologues, et il introduit une distinction, en particulier ceux qui étudient des papyrus écrits en grec, incluent habituellement sous le terme littéraire différentes catégories de papyrus sublittéraires ou paralittéraires. Celles-ci comprennent des papyrus contenant des textes tels que les commentaires, les lexiques et les traités grammaticaux, qui sont d'une certaine façon ancillaires, et on a de nouveau ce critère d'infériorité, à l'étude des genres majeurs, et qui ont traditionnellement été considérés comme tels. En outre, le terme sublittéraire est souvent employé par référence à d'autres types d'œuvres techniques, tels que ceux sur les mathématiques, sciences et médecine. La définition proposée par Renner diffère considérablement de celle de Montevecchi ou de Verhaut. Selon lui, ce sont les papyrologues, ce sont la nécessité de préciser ceux qui étudient les papyrus écrits en grec, qui incluent les textes sublittéraires ou paralittéraires au sein même des textes littéraires. On a donc affaire à une sorte de sous-catégorie et non plus à une catégorie distincte, et il n'est plus question ici de lien avec les documents. Par ailleurs, les textes considérés comme tels sont liés d'une façon servile, ancillaire, à des genres majeurs. Dans ce second groupe, plusieurs chercheurs ont proposé une définition, mais en ne se concentrant que sur certains groupes de textes qui les intéressent plus particulièrement. C'est le cas, par exemple, dans un article du Brill New Pauli consacré aux Literary Papyri, où Annette Harder, qui est spécialiste de poésie grecque et professeure à Groningen, trace un panorama général du contenu des papyrus littéraires grecs, en prenant pour modèle les 15 derniers volumes des Oxyrhynchus Papyri, une série, dit-elle, qui paraît régulièrement et qui contient un nombre élevé de textes littéraires. Elle divise ces derniers, donc les textes littéraires, en 3 groupes: les papyrus d'auteurs qui étaient déjà connus par la tradition manuscrite médiévale, les adespotas, et enfin les papyrus sublittéraires qu'elle identifie à des papyrus qui concernent la littérature d'une certaine façon, puisqu'ils contiennent des listes, des commentaires et des résumés d'œuvres littéraires. Un assez grand nombre, dit-elle, de ces papyrus ont été désormais publiés, de sorte que ces genres peuvent être mieux envisagés qu'avant. Elle se concentre ensuite sur 4 genres en particulier: les hypothèses de tragédie, les compendia mythologiques, ainsi que 3 genres particuliers, ainsi que le mythographus homericus. Et c'est sous la direction de cette même Annette Harder que Monique van Rossum-Steenbeek a réalisé une thèse de doctorat intitulée Greek Reader's Digests, Studies on a Selection of Subliterary Papyri. La version remaniée de ce travail est parue en 1998 chez Brill. Ce travail se fonde sur 4 groupes de textes dont il s'agissait de démontrer s'ils virent le jour afin d'épargner à leurs lecteurs la consultation des ouvrages originaux dont ils constituaient des abrégés. Ce serait alors une sorte de Reader's Digest, mais finalement, à la fin de sa thèse, elle répond par la négative à cette hypothèse. Les 4 genres concernés sont les papyrus avec hypothèses de tragédie et de comédie, les hypothèses homériques et les diégéses de Callimaque, les récits du mythographus homericus et les catalogues mythiques. Soulignant l'absence de définition précise de papyrus sublittéraires, elle les décrit comme une subcatégorie, alors là ça fait beaucoup de subcatégories de papyrus littéraires, parce que d'une part, et par opposition aux papyrus documentaires, ils sont généralement écrits par des mains littéraires. Alors là on voit que ce n'est pas toujours ce qui est dit dans les définitions, parfois c'est justement la main plutôt documentaire qui caractérise les paralittéraires, ici c'est plutôt l'inverse, et parce que leurs contenus ont des liens certains avec les textes littéraires. D'autre part, les paralittéraires ne sont pas considérés proprement comme littéraires parce qu'ils n'appartiennent, et on retrouve de nouveau la même chose que chez Renner, à aucun des genres traditionnels en raison de leur contenu et ou de leur style ou parce qu'ils n'ont aucune prétention littéraire. Elle avertit ensuite son lecteur que les papyrus sublittéraires incluent aussi de nombreux autres groupes que ceux qu'elle a étudiés dans sa thèse, mais elle considère que ceux justement étudiés dans sa thèse semble présenter un contenu beaucoup plus approfondi que d'autres groupes de textes sublittéraires dont le contenu est plus simple et ne présente pas d'ambiguïté. Ce type de recherche a également été mené beaucoup plus récemment par Adrienne Almassi, qui s'est notamment interrogée sur l'influence de ces abrégés et de la littérature, de ces abrégés sublittéraires de textes homériques sur l'épopée, la littérature épique démotique. Je n'insiste pas là-dessus. Je mentionne enfin une troisième
position, une troisième définition, celle d'Obbink, qui inclut dans le sublittéraire le texte littéraire qui a été composé dans une circonstance particulière, à une occasion particulière, mais qui n'a pas été conçu et composé comme une œuvre de littérature, sans aucun préjugé sur la qualité littéraire. Obbink s'était en effet interrogé sur la possibilité que les épigrammes du poète de Pella, qui avaient été nouvellement découverts au moment où il a effectué sa recherche, relèvent de la poésie d'occasion, soit d'occasion précise de la vie quotidienne, comme des funérailles ou une guérison, soit d'occasion plus poétique, sans pour autant que ces épigrammes aient été conçus ou composés comme une œuvre poétique. D'après Obbink, c'est cette conception du texte littéraire comme autre chose qu'une œuvre de littérature qu'on désigne sous le nom de subliterary. Ce terme renvoie, dit-il, à une catégorie large sur laquelle il y a eu peu de recherches et dont la définition est difficile. Néanmoins, il se sert, et donc la définition en est tellement difficile que, pour montrer à quoi ce terme renvoie, il se sert d'exemples. Le sublittéraire peut être ainsi défini, selon Obbink, comme des vers composés seulement pour une existence éphémère et en effet non pas reçus dans le canon. Le sublittéraire peut passer à la littérature dans le cadre de l'enregistrement historique ou en tant que belles lettres, suivant la façon dont il a été reçu et apprécié. Par conséquent, sublittéraire n'est pas une catégorie fondée sur la qualité, bien que la qualité puisse affecter sa réception, mais fondée sur l'emploi et la réception, c'est-à-dire dans quelle mesure il est considéré comme littéraire. De ce tour d'horizon, et en guise de conclusion, des explications qui ont été formulées pour tenter de comprendre cette notion de paralittéraire et son émergence à partir de la fin des années 1960, émergence qui s'explique sans doute par un souhait d'être plus précis lorsqu'on classe les papyrus littéraires. On constate, je pense que vous l'avez vu, le caractère assez hétéroclite non seulement des papyrus répertoriés dans cette catégorie, mais aussi des tentatives pour la définir ou d'en délimiter les contours, où l'on observe à la fois un mélange entre description du contenu et utilisation qui a été faite des pièces. En tout cas, ce qui réunit, semble-t-il, tous ces textes, c'est qu'ils possèdent quelque chose en commun, qui les distingue des papyrus véritablement considérés comme littéraires, mais qui les rapproche en revanche des documents. Ce sont des textes qui souvent ont été mis par écrit, non pas pour être lus par n'importe qui, à n'importe quel moment, mais pour être lus et utilisés par un individu en particulier, à un moment précis, ou qui ont été composés à une occasion particulière, qui sont donc adaptés aux besoins d'une personne, mais cela ne vaut pas pour tous les papyrus paralittéraires, il y a beaucoup d'exceptions. Parfois, ce sont des textes qui ne faisaient pas l'objet de continu de tradition et donc de copies continues, comme c'est le cas pour la plupart des papyrus littéraires. Mais là aussi, il y a encore des exceptions chez les paralittéraires. Ces textes n'ont pas nécessairement pour vocation d'être conservés ou dont la durée de vie, ces textes ont une durée de vie généralement éphémère. Mais là encore, il y a de nombreuses exceptions dans cette définition. Tous ces critères, en fait, qui permettent d'identifier un texte comme paralittéraire, reposent, et là, comme Mme Morgan l'a dit tout à l'heure, sur la connaissance que l'éditeur a de la pièce qu'il étudie. C'est le statut du texte qui peut varier, en fonction du temps. Est-ce que c'est un brouillon, une copie, autre chose, qui va le déterminer à inclure un papyrus dans les paralittéraires. Donc statut qui est aussi précisé à partir de l'examen attentif du support, de l'écriture, du contexte de production et d'utilisation. Or, l'identification de ce statut dépend beaucoup de l'état de conservation de la pièce, comme l'a dit également Marie-Hélène Morgan tout à l'heure, état de conservation qui laisse parfois l'éditeur dans l'incertitude rien que sur l'identification du contenu même. A-t-on affaire à un texte littéraire ou à un document? Est-ce une liste d'ingrédients ou une recette médicinale, par exemple? A fortiori sur son statut et sur l'utilisation qui en a été faite. Puisque dans ce domaine, rien n'est moins sûr, c'est la subjectivité, celle dont faisait déjà état Holzhauser, qui entre en compte pour déterminer quel texte est paralittéraire et quel texte ne l'est pas. Par ailleurs, puisque ces textes sont de toute façon intimement liés au texte littéraire proprement dit, et je vois mal pourquoi est-ce qu'on doit classer, par exemple, un fragment de l'Iliade dans une catégorie littéraire, mais un commentaire à l'Iliade dans une catégorie paralittéraire, alors que ça concerne le même objet. Ne pourrait-on pas prendre le terme littéraire dans le sens qui prévaut chez les papyrologues, pour reprendre l'expression de Pâques, c'est-à-dire au sens large, en étant bien conscient de l'existence d'une zone grise entre les deux catégories traditionnelles. C'est sur cette réflexion
que je conclurai et je vous remercie pour votre attention.